ce soir, on reçoit Philippe Champion, qui depuis des années maintenant suit nos travaux et les dirige pour partie depuis sa retraite du Blanc. Philippe, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un habitué aussi des universités d'été que nous organisons tous les ans au Château de Lumière. Donc pour parler ce soir de l'actualité d'Aristote. Voilà, donc Philippe, je vous laisse œuvrer. Oui, c'est pas un sujet facile, l'actualité d'Aristote, évidemment. Alors, il ne suffit pas d'avoir lu Aristote, il faut essayer de relier Aristote à des thématiques immédiates. Ça ne va pas de soi. J'ai cherché les points par lesquels on pouvait raccrocher Aristote, mais je pense quand même qu'il y a deux points qui, pour nous, et essentiellement parce que nous sommes dans une perspective politique, nous ne sommes pas nous dans des, nous ne sommes pas dans l'abstraction, nous sommes dans une perspective politique. Il y a deux points, me semble-t-il, typiques d'Aristote, qui peuvent être intégrés à notre réflexion politique. Je terminerai par cet aspect à la fin de mon propos. Il y a deux points. La philosophie d'Aristote, elle se caractérise par deux choses qui nous demandent à nous une réflexion complémentaire. C'est une philosophie d'abord réaliste. Deuxièmement, c'est une philosophie finaliste. Je vais, si vous me permettez, essayer de développer ces deux points et voir les applications qui peuvent en être faites. Philosophie réaliste. Évidemment, le réalisme, ça nous paraît presque élémentaire parce que nous sommes une tradition occidentale qui a beaucoup emprunté à saint Thomas d'Aquin, mais il faut penser que Aristote, il a fait presque toute son œuvre, je ne dis pas en réponse à Platon, en utilisant des thèmes qui avaient été traités par Platon et en les remettant sur une autre ligne. Alors, on peut accuser Platon de ne pas être réaliste, mais Aristote, lui, il prétend qu'il observe la réalité. Si vous lisez les œuvres d'Aristote, vous trouvez très, très habituellement des formules dans le genre « on sait bien que tout le monde a remarqué que c'est un fait que… » C'est-à-dire que pour lui, il y a quelque chose qui est absolument fondateur pour la réflexion philosophique, c'est la réalité extérieure à celui qui s'exprime. Maurras appelait ça une doctrine de constatation. Une doctrine de constatation. Le réalisme d'Aristote nous met dans un monde complètement différent de ce qu'on appelle, d'une façon globale mais qui n'est pas forcément fausse, ce qu'on appelle l'idéalisme. Moi, je me souviens, j'avais rencontré des universitaires soviétiques avant la fin de l'URSS. Alors, j'avais critiqué l'idéalisme. Alors, pour un soviétique, celui qui n'est pas idéaliste, il est matérialiste. Et on m'a fait l'objection. Ah bon, vous n'êtes pas idéaliste? Ben alors vous êtes matérialiste. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Pour moi, l'opposition, elle n'est pas entre idéalisme et matérialisme, elle est entre réalisme et idéalisme, sachant que, je le dis entre parenthèses, le matérialisme est une des formes absolues de l'idéalisme. Alors pour un philosophe soviétique, enfin c'était pas des philosophes, c'était des universitaires, mais qui n'étaient pas tous philosophes, la plupart étaient plutôt des historiens. Mais enfin, ils avaient sucé cet enseignement-là, c'est que si vous n'êtes pas idéaliste, vous êtes forcément matérialiste. Et qu'en tout cas, le matérialisme, en aucun cas, ne saurait être un idéalisme. Bon, alors, on sort de ça. Aristote, évidemment, ça n'a absolument aucun rapport. On est dans un autre type de réflexion. J'appelle réalisme le fait de, même si on se trompe, le fait d'appuyer son raisonnement sur un ensemble de constatations de faits. Et Aristote en est un exemple excellent parce que, comme vous le savez, il n'était pas seulement philosophe, pour son époque, c'était un esprit littéralement encyclopédique. Il a fait des études sur la cosmologie, sur la biologie, la physique, il a même publié, etc. Donc, ça veut dire que ce personnage, pas du tout le style de penseur en chambre
comme le pauvre misérable Kant, c'est tout à fait le contraire. C'est le gars qui va, même s'il se trompe, je le répète, parce que les connaissances de la cosmologie d'Aristote, évidemment, dans bien des cas, ça ne correspond pas à la réalité que nous savons aujourd'hui. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est de savoir que Aristote, il va chercher à l'extérieur du sujet pensant, il va chercher les fondements de sa réflexion. Bon, pour moi, cet aspect-là est absolument capital. Donc, on a accusé Platon de ne pas, avec son histoire du monde des idées, de ne pas croire à la réalité extérieure. C'est un peu douteux, parce que les idées de Platon ont une réalité, bon, c'est pas du tout mon sujet. Bon, mais en tout cas, pour ce qui est Aristote, une chose est absolument sûre, c'est que c'est à l'extérieur du sujet pensant qu'il va chercher les fondements de sa réflexion. Bon, ça c'est tout à fait clair. Il y a, dans ce réalisme-là, il y a quelque chose qui nous intéresse, nous, au premier chef. C'est que quand il va réfléchir sur l'homme, et qu'en particulier, il va inscrire l'homme dans sa nécessité politique, eh bien, il prétendra également, spécifiquement, que cela correspond à la nature des choses. À la nature des choses. On est à l'opposé de ce que disait Rousseau, rappelez-vous, dans le Discours sur l'origine de l'inégalité entre les hommes, où il dit à peu près textuellement ceci: commençons par écarter les faits, car ils n'ont rien à voir avec la question. Alors, si Aristote avait vu ça, je ne sais pas, il a dit, mais il faut enfermer ce type. Il présente une réflexion de type politique, et il nous dit, écartons les faits. Bon, je répète encore une fois, Aristote a la démarche inverse, il peut se tromper sur les faits. C'est pas le plus important. Le principal, c'est ça. Le principal, c'est que quand il va aborder la politique, il prétendra, il croira, et il aura raison d'ailleurs, qu'il montre quelque chose qui est un produit de la nature, quelque chose qui est entraîné par les nécessités de la nature, que j'appelle, pour commencer, le réalisme chez Aristote. Alors tout à l'heure, nous verrons à quel point nous autres, nous sommes liés à cette démarche. Hein. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers de la pensée de Maurras, vous voyez à quel point on peut légitimement remonter à cette démarche de type aristotélicien, avec à mi-chemin, c'est pas tout à fait à mi-chemin, bon, peu importe, avec quand même au milieu du gué, la personne solide de saint Thomas d'Aquin. Bon, voilà, ça c'est l'aspect, si vous voulez, réaliste. J'espère que j'ai bien réussi à exprimer ce que je voulais dire. Le deuxième point par lequel Aristote nous est actuellement nécessaire, c'est qu'il a une philosophie finaliste. Les philosophes grecs n'étaient pas nécessairement finalistes au sens où l'est Aristote. Il y a des parts de hasard. Pour Aristote, rien n'est dû au hasard. Chaque chose a une finalité propre. Il y a une énergie spécifique à l'intérieur de ce qui compose le monde, nous dirions la création. Il y a quelque chose qui est proprement dynamique et qui fait que, à l'état naturel, il peut y avoir des obstacles innombrables, à l'état naturel, les choses doivent aboutir à une certaine situation. Une dynamique. Je pense que le mot qui me vient à l'esprit tout de suite, là, au fond, correspond à la réalité. Ça veut dire qu'il croit qu'il y a des causes finales qui poussent les choses à se développer dans un sens conforme, dans un sens logique, qui est conforme à leur nature. Alors, vous voyez les conséquences politiques, mais Aristote, sans aller tout de suite jusqu'aux conséquences politiques, pour Aristote, ça c'est vrai pour tous les corps, c'est vrai pour les personnes, et c'est vrai pour les sociétés. Pour les sociétés.
évidemment. Alors, naturellement, une espèce de logique interne qui entraîne le monde dans un certain sens. Et si vous lisez le dernier livre de l'éthique à Nicomaque, qui est non pas un livre de morale, mais un livre de politique, il n'empêche que le dernier livre, le livre 10, dit textuellement, pour vous montrer jusqu'où s'élève le principe finaliste d'Aristote, il dit textuellement que l'estat ultime de l'homme, c'est la contemplation. Donc, il y a bien une finalité naturelle à la société, mais dire, comme certains des commentateurs de saint Thomas qui essayent de séparer, j'en connais, saint Thomas d'Aristote, il n'empêche, même s'il y a une perfection naturelle que la société permet à l'homme d'atteindre, vous avez au-delà de ça un appétit de l'homme, une espèce de vocation de l'homme à la contemplation de quoi Aristote ne le dit pas textuellement dans l'éthique de Nicomaque, mais si vous regardez ce qu'il dit dans la métaphysique, c'est, si je me rappelle bien, la métaphysique lambda, l'histoire du premier moteur, vous avez là à la fois l'origine du mouvement et à la fois l'aboutissement du mouvement. Et dans un passage, Aristote dit à peu près actuellement que chaque degré d'être est appelé à une relation d'amour avec le degré d'être immédiatement supérieur. Eh bien, vous voyez ce que ça signifie, au sens de l'accession à la familiarité, si le mot est un peu excessif, mais enfin, au moins à une espèce d'approche du premier moteur, c'est-à-dire que c'est la relation d'amour qui est essentielle dans ce mouvement ascendant de l'homme vers la fin de sa vocation naturelle. Et en descendant d'un niveau, je reviendrai tout à l'heure à propos de la politique, mais je redescends tout de suite d'un niveau pour montrer toute la logique du système, c'est que l'un des ressorts de la cité, selon Aristote, c'est ce qu'il appelle l'amitié. L'amitié. Le fait que l'homme trouve son bonheur, en quelque sorte, dans un état de relation. Au sens temporel, vous avez ça pour la politique, et au sens qu'on peut appeler surnaturel, même si ce n'est pas le mot qui convient pour Aristote, mais peu importe, au sens surnaturel, vous avez cet aspect relationnel avec le premier moteur dans la contemplation. Le mot figure dans l'éthique de Nicomaque, la contemplation. C'est les deux aspects que, si vous me permettez, je souligne comme étant le fondement de l'actualité d'Aristote. Mais j'en fais une application particulière à l'homme et à la politique. Réalisme, finalisme. Réalisme, finalisme. Nous n'en restons pas à une analyse abstraite. Aristote d'ailleurs ne l'aurait certainement pas accepté. Nous n'en restons pas à une analyse abstraite, nous essayons d'en faire une application qui nous concerne directement dans notre réflexion politique. Aristote, le réalisme et le finalisme d'Aristote nous aident, nous, à notre réflexion politique et à concevoir la société. En amont de ça, il y a quelque chose que je veux quand même signaler. C'est que par ces deux points, Aristote s'insère d'une façon parfaite dans la conception chrétienne du monde. C'est une chose qu'il ne faut pas manquer. Parce qu'il est réaliste, parce qu'il est finaliste, il a pu être attrapé par saint Thomas d'Aquin, digéré par saint Thomas d'Aquin, auquel, sur le plan temporel, saint Thomas d'Aquin ne lui ajoute rien. Je sais qu'il y a des commentateurs de saint Thomas d'Aquin qui essayent de les séparer en disant que saint Thomas d'Aquin fait faire un saut cognitif, si je peux dire, à partir de la philosophie élémentaire d'Aristote. C'est pas complètement idiot, puisque effectivement, saint Thomas d'Aquin est d'emblée dans la projection chrétienne. Bon, il n'empêche que sur le plan strictement naturel, je ne vois pas
c'est que saint Thomas d'Aquin ajoute Aristote. D'abord, saint Thomas d'Aquin ne prétend pas ajouter quoi que ce soit, je le précise tout de suite. Il intègre la démarche naturelle d'Aristote. Il lui donne simplement, in fine, le baptême, tout simplement. Il y a là quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Lorsque Maurras, par exemple, dans son livre sur le bienheureux Philiste, Maurras constate et dit quand même, c'est quand même extraordinaire une chose pareille, ce que nous disons, nous, positivistes, ce que nous disons, eh bien, les philosophes chrétiens comme saint Thomas d'Aquin le disent identiquement. Alors, c'est vraiment pas la peine de nous embêter en nous accusant d'être des athées, des agnostiques, etc. Cela n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. La démarche naturelle, elle est complètement intégrée à la philosophie de saint Thomas d'Aquin. La finalité, selon Aristote, dans son application politique, nous met immédiatement en prise avec la notion de bien commun. Selon Aristote, la finalité de la société, c'est le bien commun. Sachant que la société politique, elle est constituée organiquement, non pas d'individus, mais de groupes d'individus qui ont préalablement leur propre finalité. Chaque groupe constituant la société politique a sa propre finalité. Aristote l'explique en long et en large, je n'ai pas de note là-dessus, mais par exemple, il y a une finalité propre à la famille, il y a une finalité propre aux groupes administratifs qu'on pourrait, le village, si vous voulez, dans la France d'Ancien Régime, on appellerait ça la paroisse, etc. Mais Aristote le dit d'une façon tout à fait claire. Le bien commun de la cité organise les biens communs et des groupes élémentaires, et il les organise dans une perspective globale. C'est-à-dire que, de même que l'homme et la femme qui sont unis pour faire durer la vie, échangent dans une relation d'amour ce qui leur donne leur possibilité d'agir, de la même manière, cela est vrai pour la cité. De la même manière, c'est-à-dire que chaque groupe, et à un autre niveau, chaque individu, procure quelque chose à la cité qui fait accomplir à la cité les actes par lesquels ruisselle sur les membres le bien commun propre à chacun. C'est lorsqu'il y a un bien commun réalisé au sens collectif qu'après ça, chacun reçoit, selon sa nature et selon ses besoins, les effets. Cette histoire de bien commun me paraît être finalement ce qui est le plus important, à la fois en ce qui concerne l'actualité d'Aristote et à la fois ce qui nous est, nous, le plus nécessaire. On est là dans un monde qui est complètement opposé à ce qu'on appelle le personnalisme chrétien. Aristote dit textuellement, saint Thomas le dit textuellement, ce n'est pas la cité qui est faite pour l'homme, c'est l'homme qui est fait pour la cité. C'est clair. Et ça ne veut pas dire que l'homme ne va pas recevoir, comme je vous le dis à l'instant, quelque chose de la cité. C'est-à-dire que si on ne se consacre pas jusqu'à la mort à la cité, eh bien la cité, elle ne pourra pas faire ruisseler sur chacun tout ce qui provient du bien commun. Donc, c'est une chose qui me paraît absolument capitale. Le personnalisme chrétien est une erreur, mais c'est selon moi même presque une hérésie. Faire passer la vocation surnaturelle de chacun, mais faire passer ça dans le plan purement naturel, ça a beau avoir été promu par des penseurs tout à fait éminents, comme Maritain, évidemment, mais c'est surtout Maritain que j'en veux, parce que c'est Maritain qui a empoisonné littéralement l'Église catholique moderne. Depuis Pie XI, je fais une exception pour Pie XII, parce que Pie XII a dit le contraire, mais depuis Pie XI et surtout tous les papes depuis les années 60,
ils sont empoisonnés de personnalisme. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas construire une cité viable. Ils ne font que juxtaposer des personnes appelées au salut. Mais ces personnes appelées au salut, si elles ne s'intègrent pas dans une cité capable de promouvoir le bien commun, eh bien ces personnes, elles ne peuvent pour ainsi dire pas accéder au salut parce qu'elles sont réduites à leur propre force. Et si la cité se consacre à assurer le salut de chacun, il n'y a pas de bien commun et à ce moment-là, la cité renonce à son rôle. Et lisez, non, ne lisez pas d'ailleurs, mais vous pouvez me faire confiance, les aberrantes exhortations de certains papes, par exemple le pape Montini, mais c'est du délire, ou le pape Wojtyla, c'est du délire personnaliste. Ces gens-là tuent littéralement la cité. Ces gens-là s'arrachent à la logique réaliste de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote, me semble-t-il. L'homme est libre, hein. L'homme est libre, c'est sûr. Mais la nature entraîne tous les êtres dans un sens qui est conforme à leur bien, à leur réalisation. C'est la nature. L'homme est bon selon son intelligence, mais il n'est pas forcément bon selon sa volonté. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, il se passe le phénomène extraordinaire. Et écoutez ça. Un des ministres actuels qui a prononcé la parole suivante: la nature crée les inégalités, il revient à la loi de les corriger. Alors, dans le cas de la citation que je viens de vous dire, c'est d'autant plus aberrant, c'est que c'est les mêmes qui nous bassinent avec le respect de la nature, les arbres, les petits oiseaux. Alors, comme si l'homme devait être le seul être dont on doit corriger la nature. On ne va pas corriger la nature des mésanges ou la nature des chênes verts. Non. C'est seulement la société des hommes, alors qu'ils reconnaissent que la nature impose un certain ordre de choses et que cet ordre de choses doit être modifié. Alors, il y a une citation que j'ajoute aussi toujours à celle-là, presque pareille, mais qui introduit un élément nouveau. Un responsable des mouvements homo-LGBT, qui dit textuellement ceci: la nature impose des règles qui sont des lois morales. Et il revient à la liberté de l'homme de s'en arracher. Mais il ajoute un élément encore plus invraisemblable, c'est que la nature impose à l'homme un certain nombre de règles qui sont d'ordre moral. Elles sont pas, c'est la nature n'est pas morale. La nature n'est pas morale. Mais ces gens-là font une fixation. La nature n'est pas morale. Elle n'est ni morale ni immorale. Elle est la nature. Il est absurde de qualifier cette situation de morale. C'est pas possible. C'est ces deux points qui sont absolument fondamentaux auxquels nous devons répondre par le réalisme aristotélicien. C'est tout à fait clair qu'il est simple. Alors, d'abord, défendre deux points. Premièrement, la nature n'est ni morale ni immorale. Ça n'a rien à voir. Ou c'est la nature ou c'est pas la nature. Bon. C'est clair. À mon avis, ça c'est absolument clair. Et deuxièmement, pourquoi faudrait-il, au nom d'on ne sait trop quel principe, pourquoi faudrait-il que seul l'homme doive échapper au conditionnement de sa propre nature? Que ces gens-là nous donnent des explications. Marcel Decamps dit textuellement, je peux vous donner des références, qu'il n'y a de morale que surnaturelle. C'est-à-dire, la morale concerne exclusivement la personne, les relations entre personnes, dans le but de la vision béatifique. Tout le reste, sans exception, relève de la politique. Pour Decamps, c'est d'une simplicité enfantine. Est-ce que vous pouvez distinguer très rapidement entre la morale? La morale, c'est la morale surnaturelle. Il n'y a rien d'autre qui puisse s'appeler morale. Peut-on mettre de la morale en politique? En politique, c'est très simple. On a toujours eu un critère. Ça s'appelait respecter le droit des gens. Et le droit des gens n'est pas de l'ordre moral, mais de l'ordre temporel. Il est de l'ordre politique. Le droit des gens. C'est-à-dire le respect d'un certain nombre de liberté, de bien-être, etc. On ne peut pas, sous prétexte d'efficacité,
liquider toute une population. Est-ce que c'est de l'ordre moral? Non. Non. Excusez-moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Chirac et Belkacem. Oui. Quand vous explique Oui. que la oui. nature n'a rien à voir avec la morale, Ah oui. que la morale est quelque chose de totalement indépendant de la nature humaine et d'un ordre supérieur. C'est exact. Et là, si vous regardez non pas Kant, mais certains de ses disciples modernes, c'est le cas, semble-t-il, chez Rawls, mais c'est encore plus clair chez Habermas, il vous explique que la morale de Kant, finalement, est indispensable en politique, parce que il faut arriver à penser une politique qui n'est pas la notion de bien, mais de juste, parce que si vous avez un bien objectif, vous êtes déjà dans le fascisme. Donc on a vu ce qu'a donné Hitler, qui évidemment avait dû lire trop Aristote. Pour éviter la notion de bien, il faut en rester à la notion de juste, parce que quand vous avez éliminé la notion de bien pour la notion de juste, vous risquez plus les chambres à gaz, c'est assez logique. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est Habermas donc, qui explique que la morale d'Aristote est très bien, mais à titre individuel. C'est-à-dire le fait de chercher une vie bonne, c'est bien à titre individuel, sans doute parce que la morale de Kant, finalement, est trop contraignante à titre individuel. Elle est un peu janséniste, la morale de Kant. Mais alors que la morale d'Aristote, finalement, on peut la conjuguer avec Freud, avec Épicure, c'est pas trop difficile, si on en reste à la morale individuelle. Mais je pense qu'un peu toutes les discussions qu'on a là sont liées à la politique actuelle qui se fonde sur Kant. C'est-à-dire avant les auteurs libéraux ou déontologistes, suivant le vocabulaire qu'on a, qui essaient de faire de la morale de Kant, même pas de la politique de Kant, mais de sa morale, le critère dans le domaine politique, puisque le but est la justice et non pas le bien, donc a fortiori pas le bien commun, puisque si vous avez bien commun, vous avez le bien, et que la notion de bien est une notion objective, donc fasciste. D'ailleurs, déjà sous la Troisième République, l'enseignement moral était Conscient. Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Effectivement. Alors, parce que, par ailleurs, si on en est au personnalisme et à la recherche surnaturelle, la recherche surnaturelle n'exclut pas le bien commun. Vous avez un bien commun surnaturel dans l'Église. Ah, mais tout à fait. partir de quand est-ce que la recherche religieuse ou surnaturelle exclut le bien commun? Ben, c'est si elle est pensée en termes kantiens. Tout à fait. Et d'autant plus que saint Thomas d'Aquin dit que Dieu est le bien commun de tout le monde. Il intègre cet aspect des choses. La question de la morale de Kant, c'est que, certes, c'est chacun qui va trouver les normes de sa propre En lui-même. Mais sous réserve que ce qu'il va trouver en lui-même puisse s'appliquer à l'extérieur. Et on est là, la grande rupture de la morale entre celle du bien, comme vous le disiez, et la morale actuelle, où c'est toujours chacun, à la suite de Kant, qui se crée ses propres critères, mais sans aucune espèce d'intention de les faire généraliser. Alors, moi j'analyserais ça un peu différemment, c'est-à-dire qu'au contraire, la morale actuelle est dans le domaine du généralisable, de l'universalisable. C'est-à-dire, par exemple, vous ne pouvez pas octroyer quelque chose au christianisme si vous n'êtes pas prêt à l'octroyer à l'islam ou à toutes les autres religions. Oui. Ou la laïcité, ou actuellement la tolérance vis-à-vis de l'islam, et finalement, le christianisme est la seule religion à laquelle vous ne croyez pas. Oui, certes, mais au plan individuel. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas accorder des choses aux hétérosexuels si vous n'êtes pas prêt à l'accorder aux homosexuels. Donc là aussi, il faut une maxime universelle, comme chez Kant. Alors, on reste dans le kantisme pur, alors. Non, parce qu'il y a tout de même chez Kant la critique de la morale extrinsèque. Alors naturellement, non mais d'accord, ça c'est sûr. Mais ça, j'ai évacué cette notion, puisque Kant nous ramène aux critères autonomes. Mais c'est très exact, c'est très exact ce que vous dites. C'est très intéressant. De nos jours, on a une structure qui détruit rigoureusement l'ordre social. Alors, ni Aristote ni saint Thomas n'ont prévu ça explicitement. Donc, vers quoi allons-nous aller? Je vais vous le dire, on va aller vers l'anarchie. Ce que ni saint Thomas ni Aristote n'ont envisagé, on va vers l'anarchie, puis c'est tout. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas quand, mais j'ai fait plusieurs articles là-dessus. L'ordre social se délite, sous nos yeux, ça se voit. Jusqu'où? Je ne sais pas jusqu'où
les formes les plus élémentaires de la solidarité sociale vont pouvoir compenser le délitement général. C'est même un sujet de pensée moi, qui excède mes capacités, hein, je peux vous le dire. On ne persécute pas les corps, on persécute les âmes. Ben, c'est beaucoup plus radical. Vous savez, 25 ans après la fin de l'Union soviétique, vous voyez l'ordre social, vous voyez les prêtres, vous voyez tout. Bon, l'ordre social s'est rétabli, j'allais dire en 24 heures, c'est un peu exagéré, mais en un an, j'en suis témoin, en un an, ce qui avait été acquis par 70 ans de communisme a commencé à tomber par pans. Ben, nous, il faudra pas un an, il faudra un siècle. À l'opposé, je pense que c'était Briand qui disait on a éteint la lumière. Ah, c'est Viviani. Oui, on a éteint des étoiles. Qu'on ne rallumera jamais, oui, oui. Ah oui, ben, Viviani était plus efficace que Staline. Hein. Le roi chrétien sait qu'il doit travailler en vue de faire accéder ces sujets à la vision béatifique, mais il sait aussi que son rôle à lui n'est que de préparer le chemin dans ce qui est son rôle à lui, c'est-à-dire la nature. Et le relais est pris ensuite par l'Église, bon. C'est deux plans qui me paraît le plus important. C'est pas ça qui me paraît le plus important. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est que même si le souverain n'est pas chrétien, s'il réalise une politique naturelle, à son insu, il prépare à la vision béatifique aussi bien que le souverain chrétien. C'est ça que je veux dire surtout. Est-ce qu'on peut dire du coup que on peut prendre les concepts de la doctrine et l'illémorphisme d'Aristote, la cause matérielle et la cause formelle, et dire que du coup le bien commun est la cause matérielle, et que du coup la cause formelle peut arriver sur cette cause matérielle qui est le bien commun, c'est-à-dire la cause formelle en tant que surnaturelle, et que donc la cause matérielle doit être préparée, les âmes doivent être vertueuses, enfin pas les âmes justement, en tant naturel, et doit y avoir les hommes doivent être vertueux par la politique, oui, pour que cette cause formelle s'applique à... C'est tout à fait ça que je dis. Mais cette vertu, c'est la vertu naturelle. Oui, elle peut être réalisée par un souverain non chrétien. De toute façon, l'expérience montre que si les habitants d'un pays sont vertueux, ils sont plus faciles à diriger que s'ils ne le sont pas. Donc, c'est parfois le contraire. Et même d'ailleurs, c'est parfois le contraire. Bon, mais enfin, d'une façon générale, préparer à la vertu naturelle, c'est ouvrir la porte pour la vision béatifique. Est-ce que